Passionné par la stratégie de croissance des entreprises et le parcours des hommes et des femmes qui les animent, j'ai cherché à comprendre les clés de la réussite, sans trouver de réponse pour le moment. Alors j'ai décidé de poser ces questions moi-même, directement à ceux qui vivent ces parcours exceptionnels. Ce podcast est leur histoire, et peut-être une source d'inspiration pour la vôtre. Bonjour à tous, bienvenue sur le 3e épisode d'Outmatch Parcours de croissance. Merci de nous avoir suivis sur les 2 premiers épisodes. J'espère que vous avez appris plein de choses. On continue, nous, d'aller chercher de l'attraction et de capitaliser sur les bons apprentissages de la création de contenu. Pour ça, je vais faire un petit peu comme tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Plus on aura d'abonnés, plus on aura de vues et le cercle vertueux de la production de contenu se mettra en marche. On est également hyper preneur avec l'équipe de vos retours, d'invités qui ont des trajectoires de croissance exceptionnelles pour qu'on puisse leur proposer et de leur poser plein de questions et qu'on puisse capitaliser à fond sur tous leurs apprentissages. Et également, on est très preneur de vos retours parce que c'est grâce à ces retours qu'on va pouvoir grandir et c'est grâce à vous aussi qu'on fera un contenu qui sera de plus en plus qualitatif. Également, petite parenthèse, si vous avez des idées de place à prendre sur YouTube en lien avec la stratégie, le M&A, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un LinkedIn pour qu'on puisse répondre à vos attentes. Je suis hyper content, Graphi, de te recevoir aujourd'hui. Je sais qu'on va avoir un super épisode et qu'on va apprendre plein de choses à tes côtés. Graphi, ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Tu es cofondatrice de PNY, une chaîne de burgers dont tu vas nous apprendre un petit peu plein de secrets, j'espère, pendant cet épisode. Donc pour vous, chers auditeurs et ceux qui nous suivent, on va aujourd'hui voir plusieurs sujets principaux, notamment essayer de comprendre un petit peu l'histoire de Graphi, qui a une histoire, vous le découvrirez, assez exceptionnelle. Ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est comment est-ce qu'on performe pour créer une marque de burger qui est, selon moi, un marché où il y a très peu de barrières à l'entrée et sur lesquelles c'est assez facile de dupliquer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour exceller dans la création d'une marque de burger? Parce que toi, tu l'as fait, t'as réussi, donc je pense qu'il y a plein d'apprentissage derrière. Et puis, je me remémore d'une conversation qu'on a eue sur le pouvoir de la marque et comment créer une marque forte. Et je pense que là-dessus, tu as aussi plein de choses à nous apprendre. Donc, je te laisse la main, Graphi, je te laisse te présenter en quelques minutes et puis nous raconter un petit peu ton histoire. Et puis après, on va creuser tout ça ensemble. Écoute, merci de me recevoir. Je suis super contente d'être là. Alors, pour me présenter, ce que j'aime bien dire, c'est que je suis une restauratrice dans les tripes et une chef d'entreprise dans la tête. Je trouve que ça qualifie bien ce que je fais aujourd'hui au quotidien. Et tu parlais de mon histoire. Merci de dire qu'elle est incroyable. Moi, je l'ai vécue comme n'importe quel enfant au quotidien, sans forcément intellectualiser ce qui m'arrivait. Pour l'expliquer à tes auditeurs, je suis fille d'immigrés sri-lankais qui sont arrivés en France parce qu'ils fuyaient la guerre et du jour au lendemain, ce sont 2 personnes qui voient leur vie basculer. En gros, mon père qui avait une vie toute tracée au Sri Lanka se retrouve du jour au lendemain en France à devoir trouver un travail dans un pays dont il parle pas la langue et donc de fil en aiguille, il finit par être homme de ménage. Et en fait, une des forces qui m'accompagne depuis cette époque-là, c'est le fait qu'il a jamais rechigné à la tâche. Et même au contraire, il a toujours été hyper reconnaissant de ce qui lui arrivait. Il était hyper fier de me prendre sur ses genoux, sur son auto-laveuse, pour m'emmener visiter son magasin qu'il nettoyait tous les jours. Et le voir fier comme ça, alors que dans l'imaginaire, homme de ménage, c'est pas forcément le métier du siècle, eh bien, je pense que ça m'a construit une belle... Je pense que ma confiance en moi vient de là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis peut-être si fière de dire que je suis restauratrice dans les tripes. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sur les différentes étapes et puis après on arrivera progressivement sur PNY. Alors, donc je suis donc d'une famille asiatique et donc chez nous, l'éducation c'est hyper important.
Donc mes parents m'expliquent que faut que je travaille bien à l'école, que c'est non négociable, que c'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie. D'accord. Et donc ça, je le grave au plus profond de chacune de mes cellules. Et il faut voir dans le minuscule appartement dans lequel on habite, mon bureau est clairement la pièce principale, la pièce maîtresse. Et donc j'ai tout le loisir d'étudier. Il me crée un cocon dans lequel je peux travailler, tout le confort possible pour pouvoir le faire. D'accord. Et donc ça me permet d'avoir une enfance à la fois où je suis très aimée de mes parents et à la fois le loisir d'étudier, le temps d'étudier. Et donc je construis une vie de première de la classe. C'était important pour toi d'étudier ? Ouais, j'adore ça. Attends, je construis un parcours de premier de la classe. Oui. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire... moi, quand je rentre à l'école, je parle pas français. Quand tu rentres à l'école en France, à quel âge ? Je rentre à 3 ans en maternelle, mais je parle pas français, pas du tout, parce que mes parents parlent pas français. D'accord. Et donc j'apprends la langue, mais en fait, comme énormément d'enfants d'immigrés, il y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est vraiment, c'est juste la magie du cerveau d'enfant qui est capable d'apprendre une langue avec une facilité déconcertante. Ouais. Et ensuite, j'ai tellement à cœur de rendre peut-être mes parents fiers, il y a sûrement ça comme moteur chez moi, que je vais chercher à être la première de la classe, tout simplement. Donc à avoir des bonnes notes, à aller toujours plus loin, voilà. Ok. Il y avait des années où j'avais 20 de moyenne générale, c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Enfin, voilà, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Au collège, au lycée Au lycée, j'ai eu des trimestres strike. C'était quoi tes matières fortes ? Clairement les maths et la philo. C'est bien ça. Ok. Donc du coup, tu as des super notes au lycée. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors moi, je suis dans un lycée d'Île-de-France pas très coté. Je pense qu'à l'époque, on devait être avant dernier lycée d'Île-de-France ou quelque chose comme ça. D'accord. Avec, il y avait des moments où il y avait des descentes de flics. Enfin, c'est vraiment, tu as toute l'image d'Épinal que tu peux avoir de ce genre de lycée. D'accord. C'est ça. Ouais. Et en fait, on a la chance d'être une poignée d'élèves qui ont été pris sous l'aile du prof principal, qui était prof de maths. Et ce prof de maths, je ne sais pas ce qu'il fait dans ce lycée-là. Il est agrégé, il est hyper fort, et il nous prend sous son aile en nous disant, en nous faisant bosser plus, en nous faisant des heures sup le soir pour nous faire des devoirs en plus, etc. Enfin bref, je sais pas pourquoi. C'était en première, en terminale ? Ça, c'était en terminale. D'accord. C'était en terminale et ça avait commencé en première et il a poursuivi en terminale. Et en fait, il faut te dire qu'à cette époque-là, réussir dans le coin où j'étais, c'était d'aller à l'IUT. D'accord. Et donc, moi, dans ma tête, c'était ça. C'était un peu la suite logique. J'allais aller à l'IUT. Et quand ce prof me demande ce que je veux faire, je lui dis, je sais pas, l'IUT ou peut-être la fac. Enfin, en gros, je sais pas trop, quoi, vraiment. Et c'est lui qui me dit, non, tu peux pas faire ça. Il faut que tu ailles en prépa. Faut que tu ailles en prépa. Moi, prépa, je sais même pas que ça existe. Je sais pas ce que c'est. Il me fait... Je vais vous montrer. Il nous emmène, il nous envoie à des journées portes ouvertes à Paris. Moi, j'arrive à Paris, j'ai les yeux comme ça. Parce que voilà, j'étais quasiment jamais montée à la capitale, quoi. Et je découvre un monde que je connais pas du tout. Et là, je me dis, non, mais oui, je veux ça. Il y a une autre vie qui est possible, c'est celle que je veux, quoi. C'est trop drôle parce que moi j'ai eu la même chose avec un prof de terminale qui m'a expliqué l'existence de la prépa.
Et j'ai vécu le même parcours que toi. Et enfin, non, pas le même parcours, mais en tout cas la même chance de ce professeur. Et je trouve ça assez dingue, justement, c'est cette capacité aussi des professeurs d'orienter des destinées. Non, mais je veux pas rentrer dans le débat prépa, pas prépa. Qu'est-ce que ça permet d'apprendre une prépa? Parce que, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là parce que ma conviction, c'est que quand on a l'envie, tu finis par réussir avec une prépa ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tous ces professeurs, ils ont une capacité de créer des destinées parce que ça se trouve, si t'avais pas fait de prépa et que t'avais fait, enfin, c'est certain que ta vie aurait été différente parce que peut-être que PNY serait pas né parce que t'aurais pas rencontré ton associé et blablabla. Mais en tout cas, moi, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que c'est des parcours qui te permettent de rencontrer des personnes et les opportunités naissent de ton environnement. Donc c'est vrai que quand tu vas en prépa, généralement tu es aussi en lien avec des personnes qui ont des super carrières derrière et c'est aussi ce tremplin de réseau qui est permis par ton entourage, quoi. Même si on fait pas de prépa, on peut aussi networker et puis se refaire ce réseau, mais c'est un accélérateur aussi d'un point de vue réseau. Pourquoi tu as des paillettes dans les yeux, du coup, suite à cette visite de prépa? Pourquoi tu t'es dit, c'est fait pour moi? Qu'est-ce qui, en synthèse, t'attire? Pourquoi tu te dis, c'est fait pour moi et c'est une bonne suite? Non, parce que... Alors après, encore une fois, c'est des souvenirs d'il y a très longtemps maintenant. Ouais. Mais tel que ça me revient aujourd'hui... la vie de banlieue est un peu grise, tu vois. Et j'arrive à Paris, je vois cette effervescence. Au final, j'intègre Saint-Louis, mais par exemple, Saint-Louis, donne sur la Sorbonne, est en face de la Sorbonne. Tu rentres dans la cour. Enfin, la cour, c'est un château. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un château. Ouais. Et ça te dit quoi? Ça te fait quoi intérieurement? Ça me fait dire que... En fait, c'est comme si il y avait un monde parallèle qui s'ouvrait. T'es dans un jeu vidéo, tu vois, t'es sur Mario ou je ne sais quoi, tu joues. Et ce monde parallèle, c'est un chemin vers quoi? Et en fait, t'ouvres une porte qui... que tu ne savais même pas qu'elle existait et ça te fait faire un autre parcours. Et en fait, à la fois, le prof qui a confiance en moi, parce que c'est lui qui me dit vas-y. Et donc, il me fait pousser des ailes quelque part, tu vois. Il me dit, mais si, tu peux le faire, vas-y, c'est fait pour toi. Et arriver dans un endroit où simplement c'est juste beau. Ok. Enfin, je me dis, mais moi, je veux être là tous les jours. Mais t'es pas devenue prof de prépa? Non, je suis pas devenue prof de prépa. Et là, en prépa, je découvre la vie parce que... je me retrouve entourée de personnes qui sont brillantissimes, tu vois, qui ont une culture, mais que j'effleure à peine, tu vois. Ah ouais? Ah, mais oui. Donc il n'y a plus de 20 sur 20 là et de strike? Là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est plutôt fin de classement. C'est plutôt. Alors ça te fait quoi? Ah, ça fait bizarre. C'est intéressant t'as toujours été première et là t'arrives, t'es plus première. Non, ça je suis fait même quoi? je crois avant-dernière ou avant-avant-dernière, tu vois, un truc comme ça. Ça crée quoi chez toi? Ça crée, je pense que je suis une compétitrice dans l'âme et donc ça a créé l'idée que moi aussi je peux y arriver. Et en fait, il y a un peu un truc où alors c'est peut-être bête, mais en gros, je me dis, si quelqu'un peut le faire, il n'y a pas de raison que je ne peux pas le faire. Carrément. Je suis hyper d'accord avec ça. C'est un espèce de mantra que j'ai dans ma tête. Et donc, je me dis, enfin voilà, s'il y en a, il y a des personnes devant moi qui arrivent, qui comprennent, qui tout ça. C'est que je peux le faire. C'est que je peux le faire. Je devrais pouvoir rattraper. Et je m'y attelle. D'être entouré de 30-40 personnes comme ça qui sont brillantissimes, pour reprendre tes mots, ça fait quoi et ça apprend quoi? Non, mais c'est génial. Moi, je recommande à tout le monde de toujours se mettre dans ces conditions-là. Ça se traduit un peu d'être... en fait, ça permet d'avoir de l'émulation, de pas s'endormir sur ses lauriers, de toujours s'améliorer, d'apprendre. Enfin, moi, c'était incroyable. C'est-à-dire que
à chaque discussion que j'avais, j'apprenais quelque chose. Parce que c'est des personnes qui sont... qui ont pensé énormément de choses, qui ont appris, qui sont allés au théâtre. Moi, je suis jamais allée au théâtre, par exemple. Et pourquoi ces personnes, elles sont devenues brillantissimes, à ton avis Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont devenues comme elles sont? C'est l'environnement familial? C'est leur motivation personnelle? Avec tes mots, c'est quoi pour les personnes qui nous regardent et qui aimeraient devenir ou de rejoindre une super prépa à Paris? Je pense que moi, les personnes qui m'impressionnaient le plus, c'est celles qui avaient une culture... j'avais l'impression que c'était des puits sans fond de connaissances, alors qu'on était des gamins de 18-19 ans, tu vois. Et ça, c'est lié à quoi? Et je pense que déjà, on avait, je pense, un tiers de Parisiens qui étaient issus de grands lycées parisiens. Et donc, j'imagine que ils ont des grands-parents, des parents qui leur parlent de choses... Enfin, tu vois, je pense qu'on n'a pas les mêmes discussions à table que celles que j'avais moi avec mes parents, par exemple. Et tout ça, c'est un espèce de train d'avance, voire plusieurs trains d'avance. Et je pense que j'ai encore aujourd'hui, tu vois, l'impression de devoir encore rattraper. Ah ouais. Mais ouais. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Mais je pense c'est bien, que je sais pas si c'est encore ça te motive. vrai, mais ça me... Ok, intéressant. On aurait pu creuser, mais du coup, la prépa, c'est quoi tes grands apprentissages de la prépa? Qu'est-ce que ça t'a apporté brièvement? Alors, il y a de ça, il y a le fait d'y être arrivé. C'est-à-dire que ça continue à renforcer la confiance que j'ai en moi. D'accord. Dans mes capacités, parce que je passe de la fin à la fin, j'étais vraiment dans le top 10. Trop bien. Ah ouais, t'as gravi petit à petit les étapes, c'est bon. C'est des petites fiertés, mais c'est des petites célébrations, et je pense que c'est important. C'est une belle remontée là en plus. Oui, c'est la remontada. Ça a appris un peu la force de caractère. Et je pense que c'est important aussi, tu vas me dire, elle est maso, mais de se prendre quelques claques aussi, tu vois. Mais carrément. Parce que... au moins, tu as l'énergie pour te relever. Mais oui. Parce que plus t'en prends, plus tu te relèves. Ouais. Et en fait, tu te dis qu'être à terre, c'est juste la norme. C'est normal de se relever, en fait. Exactement. Et ça, c'est la résilience de l'entrepreneur. Ouais. Suite à la prépa, qu'est-ce que tu fais? Alors, au bout du bout, moi, c'était une prépa HEC. Donc, je suis prise à HEC. Et là-bas, je me dis... En fait, moi, je veux monter ma boîte. Ça, c'est un peu un... Même en prépa, tu voulais monter ta boîte? Ouais. Ok. Même avant la prépa, tu voulais monter ta boîte? Ok. Parce qu'en fait, j'ai fait une espèce d'association d'idées je pense, quand j'avais 5 ans, qui était que pour s'en sortir, il fallait créer son entreprise. Il y a eu un espèce... En fait, moi, je suis née en 1987, donc c'est les années folles du self-made man, tu vois, de tout ce mythe du self-made man. Et donc, j'ai grandi avec ça. Avec cette idée que tu peux t'en sortir, construire des choses de plus en plus grandes en étant entrepreneur. Ça veut dire quoi, ça, derrière? Enfin, ça s'exprimait comment parce que moi, je suis un petit peu après et j'ai l'impression que c'était un peu moins l'époque. D'accord. Comment... pourquoi tu dis ça? Enfin, ouais, pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est les médias? C'est tes lectures? C'est tes échanges? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors moi, il faut savoir que chez moi, j'avais plutôt une culture indienne que française. Et c'est aussi l'époque des grands manias indiens qui passent du jour au lendemain millionnaires, milliardaires. Enfin, tu vois, c'est l'époque des nouveaux riches chez les Indiens. Et donc, moi, je grandis avec ces infos-là, avec ces... Parce que mes parents, ils regardent les infos indiennes à la télé. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, HEC, qu'est-ce qui se passe à HEC? HEC, qu'est-ce qui se passe?
j'aime beaucoup. Je me prends de passion pour la finance d'entreprise. Ah ouais? Ouais. C'est ouf ça. Mais vraiment, genre, ça me... J'aime beaucoup. Alors après, tu vois, je suis matheuse, donc peut-être qu'il y a eu un lien. Mais par exemple, stats, j'ai pas accroché. Mais mes finances d'entreprise... Ça veut dire quoi? C'est quoi dans la finance? C'est la compta? C'est la corporate finance? Corporate finance, c'est vraiment le côté... tu vois, le côté... pour moi, le business, c'est presque une partition de musique, quelque part. D'accord. Tu vois, moi, quand j'ai un compte de résultats, j'arrive à voir des trucs... Enfin, tu vois, ça... j'arrive à voir des choses, ça se met en musique et tu vois, et j'aime beaucoup l'idée de faire du business, j'aime beaucoup l'idée de, tu vois, enfin, tous les cas qu'on a eus, est-ce qu'on ferme telle branche, est-ce qu'on diversifie le portefeuille, est-ce que, enfin, et toute cette gymnastique autour du business, j'ai trouvé ça passionnant. Consolidé ou pas, fragmenté. C'est lié à quoi du coup ça? Parce que tu le découvres un peu en école. Oui. Mais pourquoi il y a une passion qui naît subitement du business ou du lien que tu peux faire avec la finance d'entreprise et le business? Oui. Enfin, c'était quoi le bagage d'avant qui a permis de te dire il y a un truc là qui me passionne? Alors, tiens, bonne question. Alors déjà, on a un prof exceptionnel. Ah oui, on en revient toujours au professeur. C'est... Okay. Décidément. Tu peux peut-être le citer bien pour sûr, le remercier. Bien sûr, c'est Yann Le Fur. C'est un des deux auteurs du Vernimène. Ouais. Avec Pascal Quéry. Okay. Et donc... Pourquoi il est exceptionnel ce bouquin, ce professeur? Il est à l'image du livre. C'est quelqu'un qui est hyper pédagogue. D'accord. Et qui rend la finance comme ça. Accessible. Ouais, t'as l'impression que ça fait peur. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui craignent la finance. Et en fait, lui, il m'a montré en quoi c'était un jeu. D'accord. Ouais. Ok. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien jouer. Je suis compétitrice. Et donc, tu vois, je commence à capter Tu vois, c'est presque comme si tu jouais au Monopoly, mais dans la vie réelle. Ok, trop bien. Tu fais tes stages où Ouais. Donc, du coup, passionné de finance d'entreprise, tu pars dans des stages en finance ou... J'ai fait aussi, ouais. Okay. En fait, j'ai vraiment... je veux monter ma boîte. Donc, j'ai fait un stage en start-up. D'accord. C'était quelle start-up? Alors... il faut se dire que c'est une autre époque. Il n'y avait pas encore... c'était une époque où l'entrepreneuriat, c'était pas la voie royale en sortant de l'école. La voie royale, c'était finance ou conseil. Ouais. Et les entrepreneurs, c'était un peu les illuminés, tu vois. Et donc, trouver un stage en start-up, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas encore énormément de gens qui montaient des boîtes. En tout cas tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait même pas d'incubateur. Enfin, tu vois, c'était balbutiant ce monde-là. Et donc, mon premier stage, c'est auprès de 2 anciens du Club Med qui voulaient se lancer dans le time-sharing de luxe. D'accord. Et j'étais leur bras droit. Trop bien. Et ça a été hyper, hyper intéressant. Parce que je voyais concrètement ce que c'était que de monter une boîte from scratch, ouais. Tu vois, à partir de rien, de réfléchir à la strat, à la proposition de valeur. Vous étiez combien quand tu étais bras droit là-bas? Ok, trop bien. Ah ouais, t'étais super, super exposé sur tous les sujets. Mais oui. Trop bien. Et ça, c'était... c'est 2 mecs qui avaient de l'expérience, donc très intéressant. Et ensuite, j'ai fait mon stage d'après dans peut-être le premier incubateur ou le deuxième qui s'est créé à Paris. Et là, pareil, j'ai été confrontée à plein d'entrepreneurs. Là, tu faisais quoi dans l'incubateur? J'étais bras droit du mec qui gérait l'incubateur. Ok. Et pareil, tout ça, ça commençait... Enfin, on rêvait de San Francisco, on rêvait de la Silicon Valley, machin, tu vois. Donc c'était très effervescent. Ok. Voilà. Et après, je me dis, je fais quand même le grand écart. Je me dis, je vais aller faire de la finance à New York. D'accord. Donc, je suis embauchée à la SOG à New York. Donc là, c'est vraiment
comme tu l'imagines, tu vois, genre comme dans les films. C'est cool aussi. C'est très cool. Faut le vivre. C'est Faut l'expérience. Faut le vivre. Tu faisais quoi à la Société Générale? Alors vraiment, Société Générale, c'est une grosse machine, donc j'étais stagiaire parmi les stagiaires, Ouais. tu vois. Mais à New York. Et dans quelle division? Sur quel métier? Leasing. D'accord, ok. Leasing. Et donc, analyse de risque, ce genre de choses. Qui passe 6 mois? Ouais, c'est ça. Classique. D'accord. C'était... Tout ça est très classique au final. Ok. Qu'est-ce que tu as appris de ce stage? Que je voulais pas bosser dans une grosse boîte. Ok. Mais en vrai, bon apprentissage. Ouais, c'est bien d'y passer, ouais. Parce que ça permet d'avoir les idées claires. En fait, en faisant ce stage, je réalise que j'aime porter la responsabilité. Et en fait, je préfère tomber et en être responsable que de n'avoir aucune responsabilité. Parce qu'en fait, alors en plus j'étais stagiaire, donc vraiment tout ce que tu produisais était relu 108 fois avant d'être validé. Et bon... C'est-à-dire quoi, je préfère tomber et être responsable? Parce que je pense que c'est l'apanage de l'entrepreneur ou du dirigeant d'entreprise. J'aime l'idée de porter sur mes épaules le fait que ça marche ou ça marche pas. Ok, ouais, d'avoir le résultat de tes actions concrètes, C'est ça. quoi. Ok. Ça. Et entre New York, la Société Générale et PNY, il se passe quoi là? Il se passe un petit truc, c'est qu'à New York, moi, je vois la genèse un peu de Shake Shack. D'accord. Je sais pas si tu vois, c'est une chaîne de burgers. Sans doute la première, en tout cas une des premières qui se lance dans le fameux burger premium. Et en quelle année là? On est en 2010. Ok. Et en fait, c'est un restaurateur brillant, Danny Meyer, qui a des restaurants très très chics et qui se voit confier un espèce de kiosque au Madison. Et en fait, il se dit, bon, je vais faire un stand de burger. D'accord. Mais comme c'est un mec qui gère des restaurants quasi étoilés, je pense même qu'ils le sont, étoilés, il fait ça hyper bien. Donc, avec des produits frais, machin. Et on se retrouve... je vois ce phénomène de queue devant cette échoppe, quoi. Ouais. Et le mec a cette idée brillante, à l'époque, faut se remettre à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, tout ça, où il installe, ou quasi pas, c'est les débuts de Facebook, où il fait installer une webcam au-dessus du stand pour pouvoir diffuser la longueur de la queue sur son site internet c'est bon, ça. en temps réel. Et là, je me suis dit, wow, ça, c'est un coup de génie. Donc, je vois ça, mais pour autant, je me dis pas que je me lance là-dedans. Tu vois, d'accord. Je vois le phénomène, mais voilà, comme je vois plein d'autres choses. Il y avait un peu la même chose, c'était un peu la même chose à Abercrombie à l'époque. On est à peu près, oui. C'était peut-être un peu avant, et les mecs c'est juste un peu avant, ouais. ont copié-collé ça dans la food pour se dire, il y a peut-être un truc aussi à faire sur le même. Non, il y a pas de lien entre les deux. Je pense pas qu'il y ait de lien. Je pense que vraiment le mec, il a eu ce kiosque, il s'est dit tiens, je vais faire du burger, et puis ça a dépassé. Ok. Et puis après, il a mis une webcam, et voilà. Ok, ouais, ça marche. Et en fait, c'est en arrivant en France que... donc là, je décide de faire la majeure entrepreneur. Ah, ok, trop bien. Je sais, donc tu vois, je reste fidèle à mes... à tes convictions. Voilà. Et arrivé, je pense, en janvier 2011, je reçois un message Facebook de nulle part de Rudy. D'accord. Qui est ton associé? Qui est mon associé aujourd'hui, qui me dit « Salut Graphie, on se connaît pas. C'est Clément qui m'a parlé de toi. Est-ce que ça te dirait d'ouvrir un restaurant de burger avec moi ?» Ok. Voilà. Ça, c'est le message originel. Parce que lui t'avais eu dans des échanges le fait que tu voulais monter un resto de burger. Oui. Lui avait la même idée. C'est comme ça que ça linkait ou... Non. Moi, j'ai jamais dit que je voulais monter de resto de burger. J'en avais même pas l'idée. D'accord. En fait, moi, je disais que je voulais monter ma boîte. Je disais à qui voulait l'entendre que je voulais monter ma boîte. Je pense que j'ai même été dans la première promo de l'incubateur d'HEC en disant je veux monter ma boîte. Enfin, vraiment, c'était... D'accord. Tu portais le drapeau, quoi. Ouais. Et ça fait dire que c'est super important que quand tu veux faire quelque chose, il faut le dire. Ouais, grave. Ça mais ouais, l'univers te le renvoie. C'est ouf. Et en fait... Après, il faut être cohérent aussi, parce que si tu dis...
tous les 2 jours une nouvelle idée. Moi, je pense qu'il y a une notion de cohérence aussi. Et en tout cas, quand il m'écrit ça, moi je lui réponds bon, écoute, on va peut-être commencer par prendre un café avant de créer une société ensemble. Voilà. Et de s'associer. Mais quand il me dit ça, tout de suite dans ma tête, je repense à Shake. Il y a la queue. Et je me dis, on prend pas un café de manière anodine non plus. Ok. On est en quelle année là ? Là, on est 2011. Okay. Début 2011. Donc début de l'aventure. Janvier Tout 2011. début de l'aventure, ce café. Donc voilà. Et on prend ce café et là, je lui dis, écoute, en major entrepreneur, à l'époque en tout cas, il fallait monter sa boîte pour valider l'année. Okay. Et donc, je lui dis, écoute, moi ça tombe bien, essayons. En plus, on est dans le cocon de la majeure, de l'école et tout, avec des super profs, des tuteurs, des machins, tout ce que tu veux pour te challenger et tout ça. Essayons et on verra si ça colle. Okay. Et en fait, on se prend vraiment au jeu. Ok. Parce que tu dois faire un BP, tout ça. Ouais. Voilà, on se prend vraiment au jeu. Et là, je rigole parce qu'en fait, à la fin, tu passes devant un jury qui s'appelle le jury de la hache et qui porte bien son nom. Alors, il est très connu pour être genre exprès cassant, tu vois. Et donc, quand on présente le projet, t'as un des membres du jury qui me balance « Mais enfin, madame, vous n'avez pas, tout de même pas fait HEC pour ouvrir un restaurant. » Ok. Mais c'est tu vois, c'est presque du théâtre, tu vois. Ils doivent bien s'amuser. Mais oui, c'est pour vérifier. C'est le petit moment de détente pour eux. C'est ça, c'est pour vérifier à quel point tu es motivé. Ok. Et nous, ça nous surmotive. La question nous surmotive. On est là, si, nous, c'est ce qu'on veut faire. Et on se lance dans l'aventure. Et c'est quoi PNY au début, du coup ? Au PNY, au début, c'est pas du tout ça. C'est quoi au début ? Au début, c'est vraiment une idée d'enfants d'école de commerce. Donc, très, très policé, très fast-food, très process. Vraiment, tout ce que on sait faire, tout ce qu'on nous a appris à faire. C'est-à-dire, vraiment, au départ, c'était je caricature à peine, mais de la restauration rapide pour bureau, ultra bien processée. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, PNY, c'est pas du tout ça. Pour les auditeurs qui connaissent pas, aujourd'hui, PNY, c'est de la restauration traditionnelle pure. Le soir, on tamise les lumières, on met des bougies sur les tables, on sert de l'alcool, des desserts, ça peut partir un peu en festif. Enfin, on est vraiment dans la restauration avec un grand R. Mais au départ, c'est pas du tout ça. C'est presque un cas d'école, tu vois. Presque sans âme, tu vois, un truc qu'on avait bien ficelé sur le papier, ça tenait bien, tu vois. Et en fait, on a encore une rencontre déterminante. Ok. À ce moment-là, comme on n'est pas de la restauration, on se dit, on va rencontrer le maximum de personnes qui sont du milieu pour absorber le plus possible d'expérience. Et on rencontre feu fondateur d'Hippopotamus, Christian Guignard. Ok. Et ce monsieur, alors, Hippopotamus fut une époque où c'était hyper stylé. Ouais. Genre dans les années 80, c'était quelque chose, Hippopotamus. C'était, il nous racontait que pour les ouvertures des hippopotamus, il faisait venir des tigres à qui il balançait de la viande d'hippo. Ok. T'avais des serveuses en roller. Enfin, c'est vraiment genre les années 80, Golden Boy. T'avais tout le monde de la politique qui se réunissait. Donc vraiment quelque chose d'hyper stylé. Et le mec nous reçoit, je lui présente le BP qu'on a essayé de faire tant bien que mal sur Excel. Et en fait, l'Excel compute pas vraiment. Enfin, c'est pas fou, quoi. Okay. C'est pas fou. Et je me dis, punaise, moi qui aime bien la finance, ouais. Je me dis, normalement, enfin, si ça marche pas sur Excel, pour le coup, c'est sûr que ça marche pas, tu vois. C'est clair. Tu vois. Et donc, je lui dis, je comprends pas. Pourtant, on a tout bien fait, tu vois, on est en mode bon élève, on a tout coché, tu vois. Ouais. Et là, il fait, mais mes pauvres enfants, vous avez rien compris. D'accord. Vous avez choisi de servir sur les 5 services les pires
de la restauration, donc c'est-à-dire du lundi au vendredi midi en gros. Alors que la restauration, ça se fait le soir, ça se fait le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Il faut faire les 14 services parce que vous avez un loyer qu'il faut rentabiliser. Il était tout simplement en train de dire que quand tu achètes un actif, plus tu le fais tourner. Plus tu l'occupes, plus il y a de personnes, plus ça tourne. Ok. Et en fait, sorti de là, ça nous a mis une bonne claque. Et on s'est dit, mais non, mais il a raison. Et là, on a complètement changé de modèle. D'accord. On est passé du fast-food au restaurant traditionnel. On a même changé de code NAF, tu vois, vraiment. Dès 2012, du coup ? Avant même qu'on ouvre. Là, D'accord. on est encore sur la préparation. Ok. Et on se dit, on va faire un vrai restaurant. Donc, avec service à table. Service à table, alcool, dessert, musique, enfin tout ce qui... Vous changez un petit peu le concept. Comment est-ce qu'on fait du coup pour créer un concept ultra différenciant dans le monde du burger ? Alors... Parce que on en avait parlé ensemble, mais moi c'est vrai que ça m'a toujours passionné. J'aime beaucoup ce produit et ça m'a toujours titillé de lancer aussi mon business en lien avec ce produit. Peut-être que je le ferai un jour, je me le souhaite. Mais waouh, qu'est-ce que c'est dur. Oui. L'environnement concurrentiel, la gestion de tous les flux, que ce soit les approvisionnements, les salariés. C'est vraiment un business qui est dur. Mais comment, tout le monde peut en ouvrir un demain assez facilement. Comment est-ce qu'on se différencie ? Comment est-ce qu'on fait quelque chose de vraiment unique qui permet de fidéliser aussi après, créer de l'unicité et puis fidéliser, c'est en plus c'est deux leviers, c'est deux réflexions. Mais comment tu différencies ? La différenciation, nous, on a de la chance parce qu'on a une époque où ça n'existe pas. L'idée de burger premium, ça n'existe pas. L'idée de... Il n'y a pas les premières marques qui apparaissent de burger premium dans on arrive tous en même temps. C'était qui tes concurrents à l'époque ? Camion qui fume, Blend, Big Fernand. Tu vois, on est tous de la même vague. Okay. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une des raisons du succès. C'est que c'est génialissime de monter un business avec le vent dans le dos, tu vois, d'avoir de la concurrence et d'être dans un momentum. Ouais, d'être dans le momentum, c'est ouf. Donc ta différenciation, elle est principalement auprès d'eux à l'époque. C'est comment auprès d'eux. Dans le segment du burger premium, comment je me différencie face à eux. Exactement. Et là, du coup, il se passe quoi dans vos têtes et là, ce qui se passe dans nos têtes, c'est Érudit et moi, on a un espèce de syndrome du bon élève, du meilleur élève, tu vois. D'ailleurs, t'as dû l'entendre sur tout mon parcours. Il y a un truc un peu du genre, faut qu'on soit les meilleurs. C'est presque maladif, tu vois. Et donc, on se dit, là où on sera le plus à l'aise, c'est si on fait le meilleur burger qui soit. Et donc, très vite, notre mission devient d'essayer de servir les meilleurs burgers de la planète. Et donc on s'évertue à ça. Le goût. Le goût. On s'évertue à ça. C'est quoi ? C'est le goût ? C'est l'image du produit ? C'est le goût ? C'est le goût. Le meilleur ? Ok. Donc toute la réflexion, elle est là-dessus. La réflexion prioritaire. Ouais. Et la recherche de la différenciation, elle se fait avant tout avec la réponse à cette question. En fait, on se dit, il y a un momentum. Encore une fois, il faut se remettre à l'époque. Ouais. C'était délirant. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient classement sur classement. Les journaux s'en mêlaient. Il y avait classement sur classement. Et on s'est dit, il faut qu'on soit numéro 1 de tous les classements. C'est ça notre objectif. Et que si on est numéro 1 de tous les classements, normalement, ça va dérouler. Comment on fait du coup pour sortir le meilleur burger avec le meilleur goût ? Oui, c'est du taf. C'est énormément de taf. On part de l'idée que le burger, c'est un produit d'assemblage. Et donc, il faut avoir le meilleur ingrédient pour chaque... Okay. Et donc, on va pousser loin. Les tests ? Chaque fournisseur, chaque machin. Enfin, Vous le faites vous-même ou vous entourez de chefs Nous-mêmes. Non, vous-même, Nous-mêmes. ok.
C'est le cœur du réacteur. Ça prend combien de temps, cette phase de R&D là, sur les burgers? Nous, c'est simple. On se lance vraiment sur le projet en septembre 2011 et le restaurant ouvre en décembre 2012. Un an. Ouais. Un an à travailler notamment sur le goût. Ok. Le goût, l'emplacement, les travaux, le financement, enfin tout en parallèle. Alors, dans la réflexion, du coup, différenciation par le goût, tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu y viens. Oui. C'est quoi les autres éléments sur lesquels tu vas te différencier et qui sont importants pour toi et sur lesquels vous travaillez? Et aussi, du coup, l'autre sujet, c'est qu'on est les seuls à prendre le virage de la restauration traditionnelle. Donc, ils se sont tous lancés en restauration rapide. Parce D'accord. que c'est assez substantiel du burger, quoi. C'est fast-food, normalement, tu vois. Donc, c'est assez logiquement que les gens se lancent sur une version au plateau ou servi rapidement. Et nous, on est les seuls à servir ça à table. Tu peux le prendre avec un verre de vin, une pinte de bière, même des cocktails, voilà. Ok. Donc ça, c'est une autre grosse différenciation. Et ensuite... Alors, je spoil peut-être les questions sur la marque, mais on a énormément travaillé la marque en amont. D'accord. Parce que on se dit que cette espèce d'intangible, eh bien, ça aura un moment énormément de valeur. Et donc, en prévision, on y travaille énormément. Rudy, c'est un dieu de la marque. Et il va nous tirer loin, il va nous pousser dans nos retranchements pour vraiment donner de la profondeur à quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus en détail là-dessus? C'est quoi comment est-ce qu'on fait pour faire exploser une marque? C'est quoi les différentes étapes de réflexion? Alors, en réalité, il y a un travail très, très scolaire. Mais qui est très long, c'est savoir à qui tu t'adresses, comment tu veux t'adresser, pourquoi cette cible-là, pourquoi pas l'autre, sur quel ton, comment le client à qui tu t'adresses se sent quand il vient chez toi, comment il voit les autres personnes qui rentrent chez toi. Et en fait, tu construis tout un prisme, le prisme de la marque. J'ai pas compris. Comment est-ce que le consommateur voit les autres clients qui rentrent chez toi? Ouais. Mais pourquoi? Enfin, ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est... et en quoi ça vient nourrir la marque? C'est essentiel. C'est-à-dire... nous, évidemment, on n'est pas dans... on n'est pas dans le bien de consommation indispensable. On n'est pas sur des besoins essentiels, tu vois. On est sur un niveau de produit où, entre le restaurant à gauche et le restaurant à droite, faut que le client il se dise, faut qu'il choisisse de rentrer là ou là, tu vois. Et donc, l'image que tu passes dans la rue et l'image que tu te fais des gens qui mangent chez toi, elle est essentielle. Parce que, en fait, toi, pour rentrer dans ce restaurant-là, il faut que tu t'identifies aux gens qui sont dedans. Tu vois? Et donc, on dessine tout ça, mais avec une précision. Mais t'as pas idée. Je pense ça a pris un temps... Mais t'as pas vraiment... c'est des vrais leviers, après, parce que tu peux pas... tu refuses pas de clients, donc... Non, bien sûr. Ça se nourrit naturellement, en fait, via des leviers que vous avez peut-être réussi à dessiner. En fait, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que, évidemment, tu ne peux pas refuser des clients. C'est une fois que tu as dessiné ton prisme, ça te permet de te dire c'est là où je veux être. Tu vois, c'est cette cible-là qu'il me faut. Et donc, nous, c'est devenu très vite, très clair que là où on voulait ouvrir, c'était rue du Faubourg-Saint-Denis, entre le Chez Jeannette et le Napoléon. D'accord. Alors, je sais pas si tu visualises la rue, mais je pense qu'il y a 100 mètres, tu vois. D'accord. Et donc, en fait, faire le prisme nous a permis de nous dire, le restaurant, faut qu'il soit là. Si on veut toucher ce persona bien spécifique qu'on a dessiné et qui permet de... Ok.
Et ça, tu le travailles avec qui? Enfin, comment Tout est-ce que seul. tu développes une expérience qui te permet d'intellectualiser tout ça ou On fait tester? ça tout seul. Ok. Rudy et moi, tout comme pareil, le goût, on le fait tout seul, on le fait sans chef. Enfin, c'est après, on est passionné et c'est notre première boîte. Peut-être que tu vas plus vite en te faisant accompagner, mais voilà, on était étudiants et c'est comme on avait énormément de choses dans notre tête et qu'il fallait accoucher sur papier. On avait l'impression que il y avait que nous qui pouvions, tu vois, l'accoucher, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il en existe des boîtes que tu peux aller voir en disant oui, j'aimerais bien ouvrir, je sais pas, j'ai pas d'exemple, un restaurant mexicain. D'accord. Et ils vont te faire la DA, la carte, le machin et tout. Je suis même pas sûre qu'à l'époque ça existait. Et ensuite, je pense qu'une marque, enfin, pour qu'elle soit profonde, faut lui donner du corps, quoi. Et, Ah, mais c'est clair. C'est clair. Et là-dessus, après, comment est-ce que vous travaillez au quotidien sur cette... Enfin, vous faites... Enfin, il y a des études qui permettent de se dire que toutes vos actions vis-à-vis de la marque, ça va bien dans la direction que vous souhaitez. Enfin, vous interrogez vos clients là-dessus, enfin, sur leur... Alors, il faut savoir que Rudy et moi, on a bossé dans le restaurant longtemps. D'accord. Donc, moi, j'étais en cuisine, lui, il était en salle. Puis après, au bout de quelques mois, je suis passée en salle aussi. Donc, on faisait tous les services 7/7. Donc, on était aux premières loges pour avoir les retours clients et voir que ça prend et ajuster quand il le faut. Tu vois, on est vraiment, on est là. Et un client, du coup, qu'est-ce qu'il attend quand il va manger un burger ou quand il va chez vous? C'est quoi ses grosses attentes? Alors, aujourd'hui, c'est assez simple. Je pense que ce qu'il attend quand il vient chez nous, c'est de vivre une expérience indolore. D'accord. Donc, c'est-à-dire, il sait pour combien il va en avoir, ça va pas être trop cher, il sait que ça va être parfaitement exécuté, donc ça va arriver chaud, vite, bon, bien servi, avec le sourire, il aura pas froid, il aura pas chaud, enfin, tu vois, c'est vraiment cette espèce d'exécution parfaite. Et ça rejoint la deuxième partie de ta question sur la fidélisation. Je pense que les barrières à l'entrée dans la restauration, elles ne se font pas spécialement au départ, elles se font au fur et à mesure. En fait, à chaque fois que les journées passent, un jour après l'autre, tu construis, tu vois, une brique après l'autre ta barrière. Un jour, c'est peut-être un petit Lego, mais tu vois, Lego après Lego, tu peux commencer à avoir peut-être tu peux avoir des douves qui se construisent et simplement Ça veut dire que plus t'es parfait et que ton client revient, plus tu crées en lui de la fidélisation. Oui. Parce que c'est toujours Oui. jusqu'au bout d'un moment où ça devient un peu boring de toujours aller dans le même endroit. Mais nous, enfin, en parallèle de ça, comme on bosse vachement la marque, on change énormément de choses, enfin, tu vois, on a des burgers du moment, on fait des collabs, des machins, enfin. Et en fait, l'idée, c'est de ne jamais avoir la flemme. C'est-à-dire? J'ai fait un raccourci, là. Ouais. En fait, c'est assez humain, je pense, c'est qu'à un moment, bah, tu commences à avoir la flemme. C'est-à-dire que, cette collab, elle serait marrante à faire. Bon, ça tourne tout seul. On va pas, c'est bon. Ouais. Voilà. Et c'est complètement humain. Donc c'est toujours se renouveler et se mettre à risque, quoi. Et tester des choses et apprendre. Ouais. C'est quoi le dernier risque que vous avez pris, du coup? Eh bien, j'y vais ce soir. Une nouvelle collab? On fait un truc, un truc de fou. On ouvre une sorte de pop-up store au Citadium. D'accord. À Avco-Martin, là. Trop bien. Et l'idée, c'est de faire des burgers. Nous, c'est Pieds Noix pour Paris-New York. Donc, on est sur du burger très new-yorkais. Donc, gros pain, grosse viande, enfin, tu vois, nourrissant, quoi. Et là, on s'est dit, on va plutôt faire le Paris-Los Angeles. Donc là, c'est vraiment le burger qui se mange à une main. Donc, d'accord. Victor de chez nous aime bien dire une main sur le volant,
un burger dans l'autre main et t'es sur la route 66, tu vois. On invite tous nos auditeurs, du coup, que j'espère nombreux jusqu'à présent, venir tester. Ce soir, c'est gros stuff de lancement de ce pop-up. Ça nous amuse beaucoup. Trop bien. C'est quoi les tendances, à ton avis, qui vont venir impacter là, les burgers ces prochaines années? Et c'est quoi le burger dans 10 ans? Parce que je pense que les consommateurs, ils seront toujours là sur ce segment spécifique. Peut-être qu'on va aller de plus en plus vers du haut de gamme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision des tendances à 5-10 ans sur le burger? Ouais, alors c'est pas évident. Je pense que le burger, c'est quelque chose de très cyclique. C'est-à-dire que on oscille entre la simplicité extrême et la complexité extrême. Donc, en gros, entre le burger White Castle ou... White Castle, c'est vraiment ça. C'est genre pain, viande, oignon, basta. Et la complexité folle du burger gourmet où on a vu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai même... je me souviens d'avoir testé un burger, alors je sais plus où c'était, mais genre avec de l'huître frite. Et le burger suit cette oscillation. Et donc, je pense que là, on est revenu à de la simplicité. Et c'est aussi pour ça qu'on lance ce pop-up au Citadium avec juste un slider, quoi. Et on va encore vivre, je pense, sur quelques années, cette simplicité. D'accord. Et puis, ça va revenir. Les gens vont recomplexifier. Mais pour l'instant, on est sur le simple. C'est intéressant, ouais. Et puis après, on pourra avoir cette analyse de quelles vont être les tendances sur l'évolution du goût, sur l'évolution de la marque, enfin sur tous les facteurs de différenciation que tu nous as évoqués, et puis essayer de challenger le truc pour toujours se réinventer, quoi. Après, le burger, c'est fondamentalement de la viande entre 2 tranches de pain et des frites. Donc c'est quelque chose qui est très universel. En tout cas, pour l'occidental, c'est de la comfort food par excellence. Donc, Et avec tout ce que tu as appris là, si tu devais lancer un nouveau concept de food demain, et que tu aurais la meilleure équipe du monde et tous les fonds du monde, qu'est-ce qui sort en 2-3 ans? Oh non, mais c'est difficile comme question. Pour quelqu'un qui est tatoué burger, c'est chaud. Tu vois, d'ailleurs, est-ce que je l'ai? Pied noyé. Non, le burger, c'est quand même... Enfin, c'est délirant. Ça a dépassé le jambon beurre en France. Tu vois. Donc, tu lances pas de concept, tu continues PNY et tu fais évoluer la marque. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un boulevard. En fait, le burger a ceci d'incroyable, du fait qu'il est si universel, de pouvoir devenir culte. Et il n'y a pas énormément de produits de la restauration qui peut prétendre à ça. Qui peut prétendre à faire une scène de ouf avec John Travolta, tu vois. Ouais, après, faut surfer. Enfin, c'est aussi un business de tendance, quoi. Avec ce qui s'est passé il y a quelques années avec les Pokéballs, avant les sushis. Enfin, il y a aussi sans doute des nouvelles vagues de nouveaux produits qui vont arriver sur lesquels il y a moyen de surfer, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais nous, je pense qu'on est plus des coureurs de fond que des sprinteurs. Ouais. Donc, on est très lent et très endurant. Voilà, c'est un peu notre... C'est top. Merci beaucoup, Graphi, pour ton temps. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci pour votre temps. Et puis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Merci encore, Graphi. Merci à toi.